dans des sections du MTLD à l'intérieur même de la CGT. Ça, c'est la première forme d'organisation dans la CGT. Nous avions encore un autre événement très important, c'est le 14 juillet 1953, dans lequel il y a eu les travailleurs algériens qui participaient au défilé dans les rangs de la CGT, sur lesquels il y a eu la police qui a tiré, il y a eu des morts et des blessés, et finalement il y a eu l'unanimité de la gauche et des intellectuels, etc., qui ont soutenu, qui ont apporté leur soutien au MTLD à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a eu un meeting du PCF sur lequel la délégation du MTLD est intervenue et sur lequel le responsable du Parti communiste expliquait que les Algériens ont le droit de manifester. Et à l'époque, ils ont manifesté derrière le drapeau algérien. Ça, c'est très important, cette date du 14 juillet 1953. Parce que c'est à partir de là que tout va basculer. Ça a commencé à basculer en 1952, quand Messali va faire un voyage en Orient et qu'il va rencontrer, déjà il prépare la révolution. Il veut faire une révolution à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique du Nord. Il va au Caire, il rencontre Abdelkrim, il est reçu par le roi d'Arabie Saoudite, qui dit que oui, on soutiendra s'il y a quelque chose. Il revient, il obtient l'accord de l'Égypte et de l'Irak pour que des officiers algériens soient formés dans les académies du Caire et de Bagdad. C'est très important. Donc là, on est 52, 53, il y a cette manifestation qui est réprimée. Et donc là, ça commence finalement le basculement de la direction du MTLD d'Algérie, qui premièrement refuse la violence, le programme de préparer la lutte armée, et dans le même temps, qui organise finalement déjà les premiers contacts avec Jacques Chevalier, qui lui a créé déjà une organisation avec des Algériens sur une solution néocoloniale en Algérie. C'est-à-dire faire rentrer en particulier la direction du MTLD pour la cogestion des affaires administratives de l'Algérie française. Et donc là, nous avons le premier débat qu'il y a au congrès, le deuxième congrès du MTLD, et sur lequel tous les messalistes vont être exclus. Mais dans la discussion qu'il y a entre Messali et d'autre part Ben Reda, qui était le secrétaire général, Messali a obtenu un seul point, c'est que l'os soit reconstitué sous la direction de Ben Boulaïd. Ça, c'est très important. Donc, à partir du moment où Ben Boulaïd est responsable de l'os, c'est-à-dire il a accès au comité central du MTLD. Et Ben Boulaïd va régulièrement au comité central, en tout cas les 3 premières séances, et quand il voit comment que ça se passe, quand il demande, puisqu'il est responsable de l'os, il demande à Dekhri de lui donner de l'argent pour reconstruire l'os. Et c'est négatif, négatif, négatif. Donc à ce moment-là, il dit ça ne sert plus à rien. Donc il envoie Chiani Bachir, qui était son adjoint, il lui dit, toi, écoute, t'as qu'à aller au comité central, moi ça ne m'intéresse pas. Et dans le même temps, puisqu'il est responsable de l'os, il va commencer à réfléchir sur la préparation de la lutte armée. Parce qu'il avait compris qu'en 1952, que Messali préparait l'insurrection de l'ensemble de l'Afrique du Nord. Donc lui, il avait été au courant de ça, par son patron. Son patron, c'est statutairement le patron de l'os, c'est finalement Messali. Et c'est là où les liens s'établissent très étroits entre Ben Boulaïd et d'autre part Messali Had, son patron. C'est légal. Donc il y a des contacts qui se font. Et quand il y a la crise du MTLD, c'est-à-dire à partir de fin 53, début 54, Filali, donc c'est Filali, qui va lire la motion de défiance à la réunion de Paris, et où il sera contredit d'ailleurs, combattu par Boudiaf, qui lui est un permanent, le centraliste jusqu'au bout des ongles.
Et là, le conflit entre Boudiaf et Filali est très important. Parce que Filali, c'est un bureaucrate centraliste. Il n'a jamais participé au combat de l'émigration algérienne en France. Par exemple, aucune trace. Vous parlez de Boudiaf ou de Filali là? Je parle de Boudiaf. Ah, Boudiaf qui était secrétaire finalement de la Fédération de France, qui était un administratif. Quand il y a eu les événements de juillet 53 et les événements qu'il y a eu après, Boudiaf n'est absolument pas intervenu, ni par écrit, ni physiquement. Par contre, c'est Filali qui intervient à ce moment-là. Donc il y a déjà une opposition entre Filali et d'autre part Boudiaf. L'opposition est très nette. Quand il y a en janvier la motion de défiance de Messali sur la politique menée par les centralistes, eh bien c'est Filali qui lit le texte. Boudiaf cherche à lui interdire, à lui couper la parole. Finalement, les personnes qui sont là exigent que Filali lise le message de Messali, il est lu, et à ce moment-là, donc, toute la salle va voter sur la position de Messali qui parle de créer un comité de salut public. Donc le comité de salut public, il est pris en charge directement par Filali. Et ça, c'est très important. Non seulement en France, mais en plus en Algérie. Parce que Filali, lui aussi, c'est le responsable du PPA clandestin. Et donc, quand il retourne en Oranie, quand il retourne en Algérie, etc., tous les militants de l'OS qui étaient dans la clandestinité, etc., adhèrent des comités de salut public. C'est-à-dire que là, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que ça permet de supprimer la légende, de dire que le CRUA, dont je parlerai, le CRUA, c'est l'OS, finalement, c'est le FLN, etc. La réalité, non. C'est-à-dire qu'il y a des motions de défiance qui arrivent au comité central et qui est désavoué, et donc il charge Messali de créer le congrès d'ONU. Et le congrès d'ONU, c'est Filali. C'est Filali en France et en Algérie, c'est ça l'Ahfif. On dit Ahfif, c'est l'excité. Non, Ahfif, c'est l'organisateur. Quelqu'un qui était comme une pile électrique. C'est ça. On dit l'Ahfif. L'Ahfif, oui. Et partout où il allait, il dormait très peu, d'un dynamisme extraordinaire. Et partout où il allait, c'était le respect absolu. C'était le Hajj. Mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Quand il donnait les directives très, très, très nettes, etc., tout le monde exécutait. Et ça rentrait à l'heure. Les cotisations rentraient à l'heure. Tout marchait très bien. Donc c'était l'hyper-organisateur. Messali, c'était la tête politique, le fondateur. Le deuxième derrière lui, c'était Filali. Le parti, c'est Filali. Ça, c'est important. Et donc, nous avons, donc là, c'est quand le congrès d'ONU décide la lutte armée, avec la création d'un Conseil national de la Révolution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de PPA, mais il n'y a plus l'OS. C'est-à-dire que l'OS, elle est toujours, c'est toujours Ben Boulaïd, l'OS. Elle n'a pas été dissoute. Mais dans la mesure où il y a eu maintenant une nouvelle direction, et le Conseil national de la Révolution qui va préparer la lutte armée, donc à ce moment-là, l'OS n'a plus de raison d'exister. Et c'est la raison pour laquelle, pendant un premier temps, Ben Boulaïd va avoir son chef, qui est le chef légal, c'est-à-dire son patron. Il va le voir, il lui dit, c'est le Hajj, comment il faut éviter la lutte, les choses, les Tunisiens ils sont rentrés dans la lutte armée, et nous, il faut que le parti soit réunifié, etc. Le Hajj lui dit, le problème il a été réglé, nous allons aussi, nous, entrer très prochainement, nous allons réorganiser le parti, nous allons entrer dans l'action. Le congrès d'ONU a lieu, et Ben Boulaïd va retourner voir son patron. Et il dit, El Hajj, qu'est-ce qui s'est passé, le truc? Donc Messali le tient au courant, il lui dit, il y a la création du CNR, et on rentre dans la lutte armée dès que le parti sera réorganisé, fin décembre, début 55. Donc là, il a
des précisions. Il sait exactement ce qui va se passer. Donc lui, en tant que responsable de l'os, mais maintenant il n'est plus dans le CNRA, néanmoins, il va faire le travail en revenant dans les ORAS. C'est-à-dire qu'il va commencer à réunir un état-major, l'IDARA, il va désigner 5 responsables et va leur dire nous allons rentrer dans la lutte cette fois-ci. Deuxièmement, il dit il faut qu'on ait un parti de la révolution. C'est le parti de tous les patriotes, pas les fidayines, les patriotes algériens. Et en même temps, donc il n'y a plus de ni centralistes ni pas centralistes, les patriotes, tous ceux qui sont prêts pour entrer dans l'action. Et d'autre part, nous faisons la révolution, mais la révolution c'est une chose sérieuse. C'est pas on met un pétard et puis ensuite on va se réfugier dans le maquis. Non, la révolution, il faut qu'on ait une force militaire. Et là, il commence à organiser les 350 hommes qu'il a. Il les organise avec des patogas, avec des uniformes, avec des fusils de guerre. Et l'IDARA se réunit pour désigner des objectifs militaires. La région de Batna, Kanchla, etc. etc. C'est-à-dire que le 1er novembre, quand il y a les événements, eh bien, le seul foyer qui existe militairement, c'est les ORAS. Alors on a dit que Ben Boulaïd, dans la mesure où il était avec les 6, avec Boudiaf, etc., c'est lui qui avait créé, il était pour les FLN. Ah bon, c'est curieux ça. En réalité, comment lui qui était responsable de l'os a pu rentrer avec le CRUA, alors que le CRUA était organisé par les centralistes pour torpiller finalement le mouvement des comités de salut public. L'accord qu'il y a eu entre Boudiaf et d'autre part Ben Boulaïd se portait sur un point très précis. C'est-à-dire quand le baroud va commencer, l'Égypte va nous donner les armes. Khlas, pas autre chose. Et comme Boudiaf savait très bien que son opération à lui elle allait vite être réglée par l'armée, donc lui il s'est dépêché de partir finalement au Caire. Il s'est mis à l'abri. Alors on nous dit que finalement il y a eu des réunions et que le FLN, il y a eu des discussions pour faire le FLN en Algérie avec la LN et tout a été décidé par les 6, tout ça. Tout ça, ça tient pas debout. Il n'y a aucune trace écrite. Il n'y a aucun document qui montre que finalement les 6, quand ils sont réunis, ils ont discuté de la plateforme de la Soumam. La plateforme du 1er novembre, elle a été écrite au Caire. On le sait, y compris par les services de renseignement, les publications qui ont été faites. Je ne vois pas comment le Chaoui, Ben Boulaïd, qui finalement était membre de l'OS et qui avait fait accepter, qui avait participé à toutes les traditions et les programmes du PPA, comment, alors que lui il est pour une constituante, comment il aurait pu voter un texte du FLN pour construire l'Algérie sur des principes islamiques. Donc il n'y a aucune trace. Et comment le Kabyle Krim Kelkassem, il aurait accepté ça? Donc ça c'est du bluff. Tout a été écrit au Caire. Et ensuite, le texte il a été apporté par Boudiaf. Et finalement, Boudiaf il a déposé le texte et il est vite partir de l'autre côté. Alors on nous dit, ben voilà, le FLN il a créé la LN. Ah bon? Première nouvelle. La LN c'est quoi? 1er novembre. Qui a coordonné les actions? Il était où l'état-major? Nulle part. Donc la seule action militaire qui a été organisée, qui préfigure ce que deviendra plus tard la LN, c'est Jaish Tahrir, c'est-à-dire c'est l'armée mise en place par Ben Boulaïd, avec un état-major, avec un journal, avec une direction politique et militaire. Il n'y en a pas d'autre. Donc la LN, elle est sur le papier au Caire et elle n'existe pas en Algérie. Physiquement, il n'y a aucune trace, il n'y a aucun tract, il n'y a aucune action dirigée par un organisme plus ou moins centralisateur qu'est la LN. Donc voilà, donc Filali, à ce moment-là, bon, il a été arrêté, et quand il sort de prison, et là c'est la dernière partie de mon travail, et qui est je pense, la plus importante, fin 56, début 57, quand il est libéré de prison,
immédiatement, donc là, j'ai pris contact avec lui. C'était au lendemain de la manif que le MNA avait organisée le 9 mars 1956 contre le vote du Parlement sur l'envoi du contingent en Algérie. Donc là, moi, j'avais été contacté, je faisais partie d'ailleurs, j'avais été à la manif, tout ça, et puis peu après, on m'a demandé de rencontrer Bekat, Ahmed Bekat, qui était le responsable de l'Union syndicale des travailleurs algériens, qui avait été créée en France en février. Et c'est là où j'ai eu contact avec Filali. Donc, avec Filali, premièrement, j'ai été impressionné par le personnage. Moi, je suis un gamin de 24 ans. Donc, je suis tombé sur une force de la nature, quelqu'un d'extraordinairement maître de lui, avec un charisme qui se manifestait que quand il parlait, quand il était dans une pièce, la pièce était pleine. Il y avait sa présence physique qui était extraordinaire. Un courage, une simplicité très très grande et immédiatement l'empathie pour ce personnage. Tu vois, c'était réciproque. Bon, il était au début intéressé que moi, qui étais un étudiant de la Sorbonne à l'époque, et de sciences et de fac de droit, que je m'intéresse finalement et que je participe à que je sois lié avec le mouvement nationaliste algérien et surtout avec le syndicalisme algérien. Donc à partir de ce moment-là, j'ai participé régulièrement à la préparation, à l'organisation de l'Union syndicale des travailleurs algériens. À l'époque, on était soutenu par la Fédération d'éducation nationale, surtout le syndicat des instituteurs, et le siège de l'USTA, rue de Paradis, se trouvait à côté d'un siège local de Claude Gérard, qui tenait un mouvement, qui tenait une journaliste, qui avait un bureau, son bureau de journaliste, qui était financé par le Rassemblement démocratique africain du Fouet-Boigny. Et Claude Gérard était très très proche de l'USTA et des messalistes. Elle était d'accord, donc j'allais régulièrement travailler. Alors, il y avait toute la documentation, donc chez elle. Donc généralement, j'allais travailler chez elle et puis il y avait le bureau de l'USTA. Donc pratiquement, j'ai vécu l'année 57, j'ai vécu pratiquement tous les jours au siège de l'USTA ou chez Claude Gérard. Donc j'ai arrêté mes études à l'époque. Et puis, j'étais chargé, dans la mesure où j'étais quand même universitaire, j'étais chargé un peu de la correspondance et de mettre en forme l'ensemble des rapports qui arrivaient des différentes sections. Donc là, on a vu, moi j'ai vu comment fonctionnait l'USTA et quel était le rôle de Filali. Un rôle extraordinaire. Là, c'était la rigueur la plus totale. Les réunions se tenaient à heure fixe. Les rapports étaient directement. Chaque délégué arrivait avec un rapport sur le nombre de journaux vendus, sur les réunions, sur le truc, les cotisations, etc. Et donc, moi, j'étais là-dedans, j'ai vu comment fonctionnait l'Union syndicale des travailleurs algériens. Puis ensuite, au bout d'un moment, la décision a été prise de tenir le premier congrès de l'USTA en France. Bon, le premier congrès, c'était un travail nuit et jour. Il fallait d'abord rédiger le rapport moral. Donc là, on m'a bousculé pour que je participe, comme j'étais étudiant, j'avais fait du droit, j'avais fait de l'économie, tout ça. On m'a dit, non, tu vas bosser un peu là-dessus, sur la réforme agraire en Algérie, sur le travail. Donc j'ai été mis à contribution, pas forcé, mais en étant très suivi et très encouragé par Bekat, surtout par Filali. Donc j'ai vu l'intérêt que Filali portait finalement à cette réunion, et en même temps il avait une expérience. Il avait une expérience de ce que c'était que le mouvement ouvrier, les réunions syndicales, politiques, etc. Donc de ce point de vue, moi j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup plus avec lui sur le mouvement ouvrier algérien et le mouvement ouvrier français qu'à la fac de droit. Donc pour moi, c'était une expérience quotidienne, passionnante. Et là, je me suis rendu compte quelle était la dimension de Filali.
personnage profondément enraciné dans l'histoire de son pays et profondément, en même temps, enraciné dans une histoire du mouvement ouvrier français et international. Et alors en 1957, le congrès de l'USTA a été un succès remarquable, puisque moi j'étais un peu à l'accueil, je m'occupais aussi de l'organisation. Donc il y a eu quand même 325 délégués qui ont été jetés, les cotisations, etc. Et puis je faisais partie de la commission des résolutions. C'est-à-dire que dans la journée, il y avait tous les délégués qui intervenaient après le rapport de Bekat et de Filali. Puis après, il y avait les intervenants. Et puis le soir, on faisait des commissions de soirée. Donc moi, j'étais chargé de participer à toutes les réunions de soirée, donc jusqu'à minuit ou davantage. On vivait en vase clos, hein. C'était fermé. Hein. Moi, je dormais sur place et on mangeait sur place. Donc, et puis on me donnait ensuite les textes pour les mettre un peu en forme. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'interventions, etc. Moi, je faisais le secrétariat. Et ensuite, je mettais les projets de résolution, je les mettais en forme, je les soumettais à Filali et à Bekat, qui voyaient s'ils étaient d'accord avec ce que j'avais écrit. Puis ensuite, il a été soumis au vote en Assemblée générale. Donc voilà, donc ça a été 3 jours. 3 jours où j'ai pas beaucoup dormi, mais des jours d'une exaltation extraordinaire. Et à la fin du meeting, à la fin du congrès, Filali m'a présenté à la salle, et qui m'a fait une standing ovation, comme on dit, quoi. Bon, c'était des jours heureux, parce qu'après moi, je m'occupais aussi des journaux. C'est-à-dire tous les journalistes, c'est moi qui les briefais. Et il y a eu pas mal d'articles de journaux qui ont été publiés à l'époque, dont le dernier jour. Donc la dernière journée, c'est moi qui me suis occupé de la presse. Et ensuite, alors après, quand il y a eu ça, entre-temps, il y avait l'USTA qui n'avait pas été, l'USTA n'avait pas été admise à la CISL. Parce qu'il y a eu la voix du Tunisien et du Marocain qui sont intervenus pour dire non, il faut l'UGTA. Parce que l'USTA remettait en question, c'était syndicat indépendant. Donc, tandis que les délégués tunisiens et marocains, ils étaient sous le contrôle de leur gouvernement. Donc, finalement, ils n'ont pas été acceptés à la CISL. Mais, entre-temps, il y a eu, sous l'impulsion d'ailleurs des syndicats anglais, qui étaient quand même très proches des syndicats anglais, de l'USTA. Pourquoi ? Parce que Nehru était très très proche de Messali. Il ne faut pas oublier que Nehru, c'est lui qui au congrès de Bandung avait lu le message de Messali. Et à ce congrès, donc, on a appris les liens qui étaient entre Messali et Nehru depuis 1927, depuis le congrès anti-impérialiste de 1927. Et il y avait eu une correspondance qui avait duré, qui avait été, donc, qui suivait des deux côtés, qui suivait des événements. Et en 1956, Nehru arrive à Paris et il cherche à discuter avec les autorités françaises. Il leur propose un plan qui est le plan qui a été discuté avec Messali. Donc tous les syndicats anglais du Commonwealth étaient d'accord pour soutenir l'USTA. Donc à l'intérieur de la CISL, il y avait deux courants. Il y avait le courant qui était pro-américain, qui soutenait les syndicats arabes, etc. Et le courant des anglo-saxons, qui notamment était sur des positions différentes. Donc à un moment, l'idée a été de créer, à l'intérieur de la CISL, mais de créer une union générale des travailleurs d'Afrique noire, l'UJTAM. Et donc la discussion a été faite à l'USTA. Et il y a eu une invitation au congrès de Bamako de l'UJTAM. Et donc, à ce moment-là, là aussi, j'ai été mis à la contribution pour expliquer le syndicat d'Afrique noire, le Mali, le truc, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Filali à ce moment-là. Fait des réunions où
où j'ai expliqué ce que c'était que l'Afrique noire, le RDA, le CHOD, etc., les organisations, pour lui donner de la documentation. Et ensuite, donc, on a préparé la résolution que l'USTA, la déclaration que l'USTA allait prononcer Bekat et Filali. Et c'est au retour de Bamako, dans lequel l'USTA avait reçu une ovation extraordinaire, que les tueurs du FLN ont assassiné d'abord Bekat, puis ensuite Filali. Donc, pour moi, ça a été, Filali a mis plus d'un mois dans 5 balles. Il a fini dans un hôpital de la MGEN, finalement. Il était très lié avec le syndicat des enseignants. Moi, je suis allé le voir sur son chevet de mort. Bon, là, je pleurais comme un gamin, quoi. Et puis, après, j'ai considéré que la révolution était morte. Ayant tué Filali, c'était fini, quoi. Il y aurait l'indépendance, ça c'est sûr, mais tout ce qu'avait été le combat mené par l'Étoile, par le PPA, par le syndicat USTA, etc., tout ça, c'est terminé. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire, en vieillissant, un livre sur la révolution algérienne morte en 1950. Et c'était quoi la phrase, fameuse phrase qu'il vous a dit, je crois que vous m'avez répété plusieurs fois? Oui, c'est-à-dire, moi je pleurais, il m'a dit, écoute, il faut que des garçons comme toi, qui nous a soutenus jusqu'au bout, tu continues le combat. Et il vous a dit ça en arabe. Et il me l'a dit en français et en arabe. Et c'est comment il vous a dit ça en arabe? Oh, je ne me rappelle plus, j'ai tout oublié, mais enfin... C'était Maître Rajel, Yahya Rajel. Ça, c'est là. Je pense que c'est là, j'ai perdu un peu le souvenir. Ouais. Mais moi, il me l'avait dit déjà une fois. Mhm. Quand il y a eu Bekat, la formule de Messali, Matarajel, Kamarajel. Kamarajel, ouais. Voilà. C'est ça. Un homme est mort, l'autre il se lève, l'autre Il prend le flambeau, il continue. et il continue. Mhm. Donc, à partir de là, bon, finalement, ma vie aussi a changé. Hein. J'ai été récupéré par l'armée, tribunal militaire. Voilà, j'ai fini à poser des mines au Sahara. Mais, Vous étiez, je crois, vous allez partir en Algérie pour une mission. C'est là où vous avez entendu la mauvaise nouvelle oui. du décès, enfin du décès tragique de Filali, quoi. Non, le décès tragique de Filali, je l'ai vécu en France. C'est-à-dire, il y a eu l'enterrement, tout ça qui a eu lieu, donc je suis parti après, en Algérie. Il a été enterré où? Je l'ai dans mes papiers, mais je ne l'ai pas... Oui, mais après, moi, j'ai entendu qu'il a été, oui. actuellement, il est enterré à Constantine. Oui. Je crois qu'il y a eu ça. Mais dans un premier temps, je pense que l'inhumation s'est faite en France, parce qu'à l'époque, c'était la guerre, tout ça, et que par la suite, il y a eu effectivement le transfert de son corps en Algérie. Enfin, en conclusion, si vous voulez, vous voyez, tout ça c'est un peu vague, ce que je vous dis, mais ce qu'il faut retenir de ce que je vais montrer dans mon travail, si vous voulez, parce que je retrouve beaucoup de choses, mais ça a été la dimension de ce personnage. C'est-à-dire comment, et là, on a aussi une histoire du Constantinois, du Nord Constantinois. C'est-à-dire que c'est des hommes comme Filali, qui est occupé de l'évasion de Ben Boulaïd, c'est l'homme qui a organisé la fédération du PPA dans les AML en 1945. C'est vraiment un géant. C'est-à-dire qu'on parle de Bouillard, des trucs, ça, c'est des personnages, à mon avis, secondaires. Ils n'ont pas joué un rôle déterminant dans la création, dans ce qu'a été le nationalisme algérien. Donc vous confirmez que Filali, c'est Rfif, était derrière l'évasion de Ben Boulaïd. Oui. Comment ça a été fait? Et en plus, il me semble que aussi il était derrière l'évasion de Ben Bella et Marsas, oui, et leur rapatriement, si on peut dire, en France. C'est lui qui a organisé finalement toute l'évasion de tous les gens de l'os qui avaient été arrêtés ou qui s'étaient réfugiés à droite à gauche. Il y en a qui ont été chez Ben Boulaïd. Hein.
Il y en a pas mal de LOS aussi qui ont été réfugiés. Les autres, ils ont été récupérés. Une partie a été récupérée par l'appareil central du MTLD, c'est le cas de Boudiaf par exemple et d'autres, et une partie qui ont été exfiltrés vers le Caire. Et en particulier Ben Bella et Khider, ils ont été exfiltrés par Filali au Caire. Ben Bella et Mahsas ou Ben Bella? Non, Ben Bella et Khider. Non, mais Ben Bella et Mahsas, c'est eux qui se sont enfuis de la prison à Alger. Oui, Donc Mahsas et Ben Bella aussi, ils ont été exfiltrés aussi oui, vers oui, oui. avec. C'est-à-dire, ils ont été se réfugier plus ou moins. Enfin, je n'ai pas tout ça de très près, là, mais je l'ai dans mes cartons. Mais il a joué un rôle là-dedans. C'est-à-dire la liaison entre la délégation des exilés du Caire, Aït Ahmed et les autres, et d'autre part l'organe central, c'était Filali qui faisait la liaison. Par exemple, pour la préparation du congrès d'ONU, c'est lui qui faisait la liaison pour expliquer à la délégation extérieure ce qui allait se passer. Donc voilà, il a cherché à les rapprocher. Il a discuté avec Ben Bella, discuté avec les autres, surtout avec Ben Bella et Khider. Khider, la tête politique, plus que Ben Bella. Voilà.